le sujet de ce matin tel qu'il a été posé, c'est l'humain est-il à part dans la nature? Alors évidemment, c'est un sujet qui questionne à la fois notre idée de la nature, notre idée de l'être humain et notre idée de la relation de l'être humain à la nature, parce que les trois vont ensemble. L'idée qu'on se fait de l'être humain, l'idée qu'on se fait de la nature, induit l'idée qu'on se fait de la relation de l'être humain à la nature et inversement. Vous voyez, c'est un sujet déjà qui ouvre des horizons extrêmement vastes. On va essayer quand même de cadrer un peu le sujet. Je vais faire une brève analyse du sujet pour vous proposer, j'allais dire un biais, pas un biais, mais un angle d'attaque quand même, qu'on puisse un peu cadrer les choses. Alors la nature, il faut bien la définir. Je vous propose plusieurs strates de définition de la nature, déjà pour qu'on sache un peu de quoi on parle. La nature, si on prend le terme dans son sens le plus large, le plus étendu, la nature, c'est le monde. C'est le monde, c'est l'univers, c'est l'ensemble des choses qui sont, qui existent. On trouve ça dans des formules célèbres en philosophie, quand Spinoza il dit « Dieu ou la nature »,« Deus sive natura », c'est le ou de ou bien Dieu ou la nature, c'est la même chose. En fait, tout ce qui est, toute la réalité, Spinoza ne croit pas en un Dieu transcendant, Dieu c'est la totalité du réel, et la totalité du réel ne peut qu'être, et elle ne peut qu'être nécessaire, et il parle de la totalité des choses qui sont. Donc la nature, c'est d'abord la totalité des êtres. On trouve ça aussi d'une certaine façon chez les Grecs, avec l'idée du cosmos. Alors l'idée du cosmos chez les Grecs, c'est une nature qui est organisée en vue d'une fin qui est bonne, d'une harmonie générale de l'univers. Et dans ce cosmos, alors cosmos c'est un terme qui vient de la chevelure, de la beauté de la chevelure, de l'ordre de la chevelure. En français, ça a donné les cosmétiques. Ça a donné aussi cosmonaute, qui envoie à l'espace. Et donc, cet ordre de la chevelure, cette beauté de la chevelure, elle sert aussi à désigner la beauté de l'ordre du monde. Donc la nature, c'est un ordre, c'est une totalité harmonieuse pour les Grecs. Et puis, les êtres humains, ils ont forcément un lieu naturel qui est la Terre, qui est au centre du monde pour la plupart des Grecs. Et il a non seulement un lieu naturel, l'être humain, il a une inscription naturelle. Il a un ancrage, pourrait-on dire, dans la nature. Une deuxième définition de la nature, un peu plus restreinte, c'est la nature, c'est tout ce qui est physique. C'est tout ce qui obéit aux lois de la nature. Donc il y a la chimie, la physique, qui énonce des lois, qui étudie des lois sur l'univers physique, on pourrait dire matériel, spatialisé. Alors ça pose une vaste question, ce qui est la question de savoir si l'être humain a quelque chose de métaphysique en lui, s'il y a quelque chose qui sort de la nature, qui s'excède de la nature. L'être humain, il a des lois spéciales qui ne sont pas que les lois de la nature. Vous les connaissez, il y a les lois de la politique, qui sont des lois conventionnelles, qui ne sont pas étudiées par la physique, la biologie. Puis là, la loi morale, la loi du bien et du mal. Alors, est-ce que ça le fait s'excepter de la nature? Ça, c'est du règne physique. Ça, c'est une vaste question. En tout cas, vous voyez, deuxième acception de la nature un peu plus restreinte, la nature, c'est ce qui est physique. C'est ce qui obéit aux lois énoncées par les sciences de la nature. La question de savoir si l'être humain a une liberté, un libre arbitre, s'il y a une part métaphysique, une âme en lui, ça, c'est une question, évidemment, qui se pose. Il y a un troisième sens de la nature, encore plus restreint, c'est tout ce qui n'a pas été produit par l'homme, par l'artifice, l'art humain, tout ce qui est naturel, tout ce qui n'est pas produit, modifié, en tout cas pas totalement modifié, par la technique, la technologie humaine. Et donc là, on peut penser à la faune, à la flore, aux sites naturels, aux sites géologiques, dans la mesure où n'ont pas été produits ou totalement modifiés par les êtres humains. Vous allez me dire, c'est dur, mais de trouver quelque chose qui n'a pas été modifié par l'être humain, mais on peut penser aux océans, aux mers, aux montagnes, à tout ce qui est naturel, tout ce qui n'a pas été produit ou modifié, du moins pas totalement par l'être humain. Et donc ça nous amène à un quatrième sens de la nature qui est encore plus restreint. Oui, encore plus restreint. La nature, c'est différent de la culture. Et donc dans l'être humain, il y a la culture, il y a tout ce qui est culturel, la socialisation primaire, secondaire. La question de savoir s'il y a du naturel en lui et ce qui est naturel. Alors ça pose un vaste problème qui est que la nature chez l'être humain, souvent, c'est de l'acquis qui est devenu de l'inné. Souvent, on dit qu'est-ce qui est acquis, qu'est-ce qui est inné chez l'être humain. Bref, qu'est-ce qui est le fruit de la culture et qu'est-ce qui est le fruit de la nature. C'est un débat qui est un peu vicié parce que l'inné chez l'être humain, c'est de l'ancien acquis. Quand on regarde la théorie de l'évolution et le cours de l'évolution, si on prend l'exemple du langage articulé, un petit enfant, un nourrisson, il peut apprendre toutes les langues du monde parce que son cerveau a la capacité naturelle, innée, congénitale à apprendre toutes les langues du monde. Il va activer cette capacité à comprendre, on parlait de langue tout à l'heure, toutes les langues possibles du monde. Mais évidemment, cette capacité du langage articulé,
elle a été acquise progressivement au cours des âges et par l'hérédité des caractères acquis, elle est devenue naturelle. Alors évidemment, la naturelle chez l'être humain, c'est de la culture transformée, peut-être on pourrait dire. Donc voilà, alors celui qui l'avait montré, peut-être pas l'un des premiers, mais celui qui l'avait montré de façon peut-être la plus emblématique, c'est le savant français Lamarck, le marquis de Lamarck, au XVIIIe siècle. Il a été un peu éclipsé par Darwin au XIXe, même beaucoup. Et puis en fait, on est revenu à lui parce qu'avec l'épigénétique, c'est l'étude du fait qu'on transmet des expériences, des acquis et même des traumas à nos descendants. Ça s'inscrit dans notre génome et on le lègue à nos descendants. Parfois, souvent, ça saute une génération. Ça se contracte chez les petits-enfants, mais on voit des résurgences de phénomènes affectifs, émotionnels, psychiques qui ont été intégrés par les ascendants. On pourrait dire c'est inné, oui c'est inné, mais c'est l'acquis devenu héréditaire. Alors vous voyez, c'est paradoxal un peu, l'être humain, il a cette part paradoxale. Voilà pour la nature. Alors vous voyez que le sujet il est un peu étrange parce qu'on dit l'être humain est-il à part? Alors à part s'il serait extérieur aux autres êtres naturels, peut-être il aurait quelque chose qui le mettrait à part, il serait en partie extérieur, mais il serait quand même dans la nature, donc il serait intérieur à la nature et en même temps extérieur. C'est un peu le statut de l'être humain, à la fois extérieur peut-être aux autres êtres naturels, en tout cas c'est peut-être comme ça qu'il se vit, et en même temps à l'intérieur du monde. Ce qui nous amène à la définition de à part. Alors à part, il y a plusieurs façons de l'entendre. Il y a à part au sens qui est à côté, qui est en dehors, voire qui est en marge. Ça c'est le premier sens. Voilà. Il y a le deuxième sens, c'est à part, c'est singulier, différent, voire marginal aussi. Une personne à part, c'est une personne qui ressemble pas aux autres peut-être. Voilà. Peut-être que l'humain ne ressemble pas aux autres animaux. Mais ça, c'est une idée très moderne, parce que quand on regarde les âges anciens, on trouvait qu'il y avait beaucoup de ressemblances avec les animaux, avec l'ours, avec le cochon, etc. Et surtout pas avec le singe. L'Église catholique, au Moyen-Âge, disait « oui, l'ours, il se tient debout, effectivement. Oui, le cochon, l'anatomie interne des organes est la même que celle de l'être humain. » Comme on avait interdit les autopsies, on étudiait les organes internes à travers le cochon, qui a 95% de son génome quand même commun avec nous, on l'oublie. Mais le singe, c'est pas possible. Le singe, pour le Moyen-Âge, surtout l'Église catholique, le singe est trop laid. Et puis il y avait même un raisonnement de certains théologiens qui disaient le singe, il est inspiré par le diable parce qu'il fait semblant il est trop laid, mais il fait semblant de ressembler à l'être humain. Il faut justement pas se laisser tromper. Bon. Donc, l'idée que l'être humain est vraiment singulier, différent des autres animaux, c'est peut-être une idée assez moderne. Avant, on s'est identifié à certains animaux. À part, ça veut dire aussi qui cherche à se différencier, qui cherche à faire bande à part. Puis à part, ça veut dire aussi quelqu'un qui constitue une classe à part, peut-être qu'il a un statut éminent, un signe. Quelqu'un qui est à part, c'est quelqu'un aussi qui a une dignité particulière, qu'on traite avec certains égards, qui est à part. Okay. Alors je dirais, si on voulait faire un peu la somme de tout ça, si on voulait poser un problème un peu unitaire, c'est pas évident, parce qu'il y a plein d'aspects, on pourrait poser le problème suivant à partir du sujet. Est-ce que la différence de l'être humain par rapport au monde naturel ou aux autres êtres naturels, est-ce que cette différence est assez profonde, est-ce qu'elle est assez radicale pour qu'on puisse considérer qu'il est à part du reste des êtres naturels, voire qu'il s'excepte du reste de la nature? Ça pourrait être notre problème de départ. Et avant de vous poser ma première question, vous verrez, ma première question ne va pas vous surprendre. Je vais peut-être vous raconter 2 histoires, si vous êtes d'accord. Puis si vous n'êtes pas d'accord, ce sera pareil. Vous allez voir, je vais prendre un détour, mais en réalité, ce n'est pas un si grand détour que ça. Je fais référence à la mythologie babylonienne, qui est l'une des plus anciennes qui nous soit parvenue, avec la mythologie sumérienne. Et dans la mythologie babylonienne, il y a un célèbre récit qui est Enuma Elish, qui raconte l'origine de l'univers, qui nous dit la chose suivante: à l'origine de l'univers, il y avait Apsu et Tiamat, principe mâle, principe femelle. Et de leur union sont nés tous les grands dieux mésopotamiens, dont Marduk, le futur roi des dieux, et Ea, qu'on appelle aussi Enlil.
Et un jour, Apsu en a eu assez de sa descendance, ça peut arriver. Il a décidé de la supprimer. Tiamat n'était pas d'accord, mais n'a rien fait pour l'empêcher. Mais Ea, l'une des filles des progénitures de leur union, a vaincu Apsu. Alors Tiamat, pour le venger, a créé Kingu. Kingu et d'autres créatures pour s'en prendre aux autres dieux mésopotamiens. Et c'est là qu'a eu lieu un combat mythologique à l'origine de la mise en ordre du monde entre le grand dieu Marduk et à la fois Kingu et Tiamat. Et Marduk a défait Tiamat, ce géant femelle, et avec des parties de son corps, il a constitué la terre et le ciel. Et on dit que les montagnes sont les seins de Tiamat et que le Tigre et l'Euphrate sont les larmes qu'elle verse à partir de ses yeux. Alors pourquoi je vous raconte ça? Vous allez me dire, c'est bien beau. Parce qu'on a découvert une coutume très étrange qui concerne l'ancien roi de Babylone. Que faisait le roi de Babylone au début du mois de Nisan? Nisan, c'est le début de l'année sacrée, c'est mars-avril pour nous. C'est au début de la résurgence des espèces végétales du printemps. Ce que faisait le roi de Babylone, c'est qu'il rejouait mythiquement pour son peuple, devant son peuple, le combat rituel et originaire de Marduk contre Tiamat. Il terrassait le géant femelle et il restaurait l'ordre du monde, ou il assurait la pérennité de l'ordre du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même pour ces cités qui s'étaient déjà distinctes de la nature, on est au néolithique, on n'est plus chez les chasseurs-cueilleurs, on est sédentaire, on a développé l'élevage, l'agriculture, on n'est plus des nomades chasseurs qui vivent de cueillette et de chasse, ou de petite pêche, qui sont de grandes cités, on est encore intégré à la nature, au cosmos, et on est tellement intégré qu'il faut rejouer à l'intérieur de la cité chaque année le combat mythique originel de mise en ordre du monde pour pérenniser au sein de la cité cet ordre du monde et pour intégrer le monde des humains au monde cosmique, si vous voulez. Alors ça, on retrouve ça dans la mythologie grecque, je ne rentre pas trop dans le détail, avec le combat de Zeus contre Typhon. Quand on lit Hésiode, qui est l'un des plus anciens textes qui nous soit parvenu, avec Homère, dans la Théogonie, il raconte le combat rituel de Zeus contre Typhon. Ça ressemble beaucoup, il y a un fond culturel commun. Zeus l'emporte sur Typhon. Typhon, qui est ce géant femelle qui contient en elle 1000 voix, qui est l'origine de tous les vents, notamment des vents mauvais, est terrassée par Zeus. Elle avait défié Zeus, et Zeus la tue. Et elle libère les vents qui aussi séparent le ciel de la terre. Puis après, Zeus répartit les royaumes, il donne la mer à Poséidon, il donne les enfers à Hadès, etc. Donc vous voyez, il y a un fond culturel commun. Et la deuxième histoire qui montre que les sociétés anciennes se considéraient comme intégrées à l'ordre cosmique. Vous imaginez si un dirigeant de nos jours se mettait à jouer mythiquement le combat rituel de mise en ordre du monde. On se dirait, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais ça avait un sens pour eux. Ils ne se considéraient pas comme à part de l'ordre du monde, de l'ordre de la nature. Puis la deuxième histoire, c'est que, évidemment, ça a un prix d'incarner le grand principe de vie et d'incarner le grand Dieu pour le roi de Babylone. C'est que sans doute à l'origine, la fonction politique de roi de Babylone était sacrificielle. On le sacrifiait sans doute tous les ans et on le remplaçait. Et ce qui le montre, c'est que c'est une fête dont on a les traces qui s'appelait les Sacées. Ça s'écrit S-A-C-E-E-S, les Sacées. Et les Sacées, c'est une fête toute particulière qui durait 5 jours et qui ressemble un petit peu à notre carnaval, pourrait-on dire, mais ce n'est pas notre carnaval parce que vous allez voir, la fin est vraiment macabre. C'est que pour conserver la force du Dieu, il fallait à un moment mettre le roi à mort parce qu'il vieillit, le roi, et pour incarner cette grande force et pour renouer le lien entre les humains et la nature, il faut toujours quelqu'un de vigoureux. Alors il avait trouvé sans doute le subterfuge d'un substitut de corps, et pendant ces grandes fêtes qui duraient 5 jours, on prenait un prisonnier qui a été condamné à mort, et pendant 5 jours, il prenait la place du roi de Babylone. Il avait le droit d'émettre des lois, il avait accès au harem, etc. Il était considéré comme le roi de Babylone, mais au bout de 5 jours, on l'empalait ou on le pendait. Et l'esprit du grand Dieu revenait dans le corps du roi de Babylone. On avait fait le sacrifice, mais par un substitut de corps, il pouvait réintégrer si vous voulez, le corps du roi de Babylone. Donc tout ça pour vous dire que, évidemment, les sociétés humaines ont pensé le rapport de l'homme à la nature bien différemment de la façon dont nous le faisons. Et la question, l'humain est-il à part de la nature, n'aurait pas pu se poser.
évidemment dans certaines sociétés, civilisations anciennes. Genre, c'est vraiment une question de la modernité, de l'être humain moderne, qui n'aurait pas concerné ou vraiment pas de la même façon les civilisations anciennes. Alors, la première question, parce que je vais arrêter de parler, je vais vous laisser d'ailleurs, je vais me servir une collation. Ma première question elle est très simple. Quand on pense à la nature, quand on pense à l'humain et le rapport entre l'humain et la nature, quelles sont les idées qui vous viennent? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Je ne dis pas forcément comme raisonnement, mais comme idée, comme image, entre cet humain qui est ce qu'il est et la nature. Parce que la nature, c'est un terme bien vaste. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'être humain, même biologiquement, sa nature, pourrait-on dire, et les autres êtres humains? Alors, mais effectivement, oui, c'est éloigné de la nature. Alors, peut-être ce qui est spécifique quand même à l'être humain, et ce qui fait que la question se pose de façon plus radicale qu'avant, c'est la technique, la technologie, l'art, l'artifice. Et peut-être l'être humain, il ne veut plus sa nature humaine. Pense au transhumanisme. Il ne veut plus être humain. Ça n'intéresse plus, peut-être, je ne sais pas. Peut-être que l'être humain, c'est démodé, c'est périmé. Peut-être que je force un peu le trait, je me fais l'avocat du diable. Mais si le transhumanisme a raison, moi j'ai des doutes, mais dans 200, 300 ans, on se dira mais c'était des banques de ploucs, ils mouraient encore, ils avaient un corps biologique comme celui-là, c'était des humains. Donc l'être humain, il rêve d'une surnature et on voit qu'il y a quand même un élément nouveau qui accélère, qui fait qu'effectivement son éloignement avec la nature est ressenti par la conscience comme critique. À tort ou à raison, mais voilà. Élise parlait du fait d'adapter la nature à nous, de l'aménager, voire de la rogner, d'en détruire une partie. Et là, il y a l'idée de domination, dominer. Moi, j'ai pensé à une notion qui est un peu différente de dominer, qui est domestiquer. Qui est animal domestique, c'est encore autre chose. Et moi, je trouve, je pose une question que je vous poserai là-dessus, moi, je trouve que les êtres humains ont plus d'affection, parfois, de relations affectives avec leurs animaux de compagnie, parfois qu'ils n'en ont avec les autres êtres humains, sans les dominer. Le but, ce n'est pas de les dominer, ils les ont domestiqués. C'est très récent, Arnaud dit c'est très récent, tout à fait, mais oui, et voilà, et la question est de savoir quelle est la dynamique, parce que peut-être qu'ils se considèrent comme plus à part des autres êtres humains qui font leur société, et que les relations sont considérées comme plus hostiles, plus difficiles, plus inconfortables, et que finalement leur univers affectif, ils le transfèrent à un être qui les aime, entre guillemets, inconditionnellement, qu'il soit beau ou laid, jeune ou vieux, en forme, pas en forme. Ils ont cette affection. Donc c'est encore une notion différente, mais de la domination. Mais il y a cette idée de domination. Au sujet de la main qui a été mentionnée, il y a une célèbre réflexion d'Aristote dans un livre qui s'appelle « Les parties des animaux ». Et Aristote s'en prend à un grand penseur qui l'avait précédé, qui était Anaxagore. Et Anaxagore avait dit, si l'être humain est si intelligent c'est peut-être présomptueux, mais s'il est intelligent comme il est, c'est parce qu'il a un outil qui est extraordinaire, qui est la main. Qui est un organe préhensile, qui est d'une finesse, d'une agilité, qui lui permet d'avoir tout simplement une emprise sur le monde. Son intelligence, elle peut avoir une emprise sur le monde parce qu'il peut à un moment se saisir des choses pour les manipuler, voire les dominer, les aménager, construire, bâtir, modifier, transformer, agir. C'est un organe préhensile, bien sûr, mais tout à fait. Alors, Aristote, bien sûr, connaissait l'existence du singe, mais sa main est différente. Et pourquoi justement est-elle différente et en quoi est-elle différente, même s'il ne faut pas exagérer dans la différence. Alors, il y a une différence qui est manifeste, notamment dans la structure musculaire, dans le fait que les êtres humains ne peuvent pas tenir très longtemps suspendus. Mais ce qui peut paraître comme un défaut lié à la force de traction, etc., en fait, libère la main pour d'autres types de mouvements. Et Aristote dit dans les parties des animaux, Anaxagore a tort, il faut raisonner de façon inverse. C'est pas parce que l'être humain a une main qu'il est intelligent, c'est parce qu'il est intelligent qu'il a une main. La nature avait pour but elle est finalisée, elle a une intention, la nature, et comme l'être humain était destiné à être intelligent par nature pour Aristote, elle lui a donné un outil pour se servir de son intelligence. Alors évidemment, c'est un peu trop beau, Aristote ne connaissait pas la théorie de l'évolution. Il y a une autre explication qui a été donnée dès le XIXe siècle et qui est tout à fait valide et validée par les évolutions de la science actuelle. C'est un exposé qui se trouve chez un marxiste célèbre qui s'appelait Friedrich Engels, le grand ami de Marx, dans un livre qui s'appelle « Dialectique de la nature ».
Et dans ce livre, il dit, mais quelle est l'origine finalement de cet éloignement de l'être humain par rapport aux autres êtres naturels? Ça ne vous surprendra pas, c'est la bipédie. Pourquoi? Parce que la bipédie libère la main. À un moment, la main devient uniquement un organe préhensile et n'est plus un organe de marche. Mais qu'est-ce qui provoque la bipédie? C'est sans doute le changement climatique, la récession des grandes forêts équatoriales, qui a fait qu'à un moment, ces anthropoïdes ou primates supérieurs, nous dit Engels, ont dû parcourir, si vous voulez, des distances pour trouver à manger. Tout n'était pas à disposition au sein de la forêt vierge. Ils ont dû se mettre debout, affronter des prédateurs qu'ils n'avaient pas l'habitude d'affronter, prendre des outils et commencer à se battre contre eux. Et nous dit Engels, en utilisant la main, il a commencé à modifier son cerveau. Et en modifiant son cerveau, il y a une interaction entre le corps et l'esprit, entre la manipulation et les capacités cérébrales, il a développé des activités collectives qu'on appelle la chasse, la pêche, etc. Et en développant des activités collectives, il a commencé à développer le langage. Il y a une très belle formule de Engels, on ne commence à parler que quand on a quelque chose à se dire. Pensez aux relations de couple. Non, je plaisante. Mais, vous voyez, vous avez une activité collective, collaborative. Vous devez vous parler. Il est où le gibier? On revient quand? Il faut passer par où, etc. Donc, vous commencez à parler. Et votre cerveau se modifie. Commence à décomposer, si vous voulez, à former progressivement des mots qui sont constitués de phonèmes et qui vont constituer des significations de sens que vous allez échanger. Et donc, Engels nous dit, à partir de là, tout est lancé. La main devient technique, le cerveau humain évolue, les activités collaboratives deviennent de plus en plus étroites, si vous voulez. L'être humain devient un être d'activité évolutive qui va devenir bientôt historique, et un être de langage articulé, donc un être de symboles, etc. Et donc il voit plus de choses de la nature, il peut décomposer, il a tout un vocabulaire pour dire les choses du monde autour de lui. Engels nous dit, l'aigle voit plus loin que l'homme, mais il voit moins de choses. Parce qu'il ne peut pas décomposer tout ce qui est autour de lui avec tous les mots de son langage, si vous voulez. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, Engels, il nous dit, la main humaine, ce n'est pas simplement l'organe du travail, ce qui nous sert à travailler, c'est le produit du travail. C'est-à-dire que l'homme a produit sa propre humanité. Par son activité, il est automoteur de son évolution. À un moment, évidemment, il a dû se mettre debout, son ancêtre, et il a dû travailler, et à un moment, il est automoteur de sa propre évolution, et cette main qui est si fine, qui peut jouer du violon, faire des symphonies au piano, ou réaliser des choses extrêmement techniques, de l'horlogerie, etc. Cette main, ce n'est pas simplement l'organe du travail, elle est le produit de l'activité du travail. Donc voilà pour ce bref résumé, pour expliquer la dynamique de l'être humain, qui est un être naturel, mais qui est aussi automoteur de son évolution. C'est peut-être ce qui le met, entre guillemets, à part. Et c'est pour ça que son évolution est si rapide. Parce que c'est vrai, Éric le disait, la Mésopotamie, les mythes mésopotamiens, c'est hier. Mais l'histoire s'accélère. Entre la façon dont le Moyen-Âge occidental chrétien vivait et la Mésopotamie, il y avait 3000, 4000 ans de différence. Mais la différence était-elle si grande qu'entre le Moyen-Âge et nous? Et plus la technique humaine, la technologie, la capacité de production, de modification s'intensifie, augmente, plus évidemment il y a une force motrice qui je ne dis pas qui l'éloigne, mais qui le différencie de la nature. Jusqu'à rêver, je l'ai dit avec le transhumanisme, de ne plus avoir de nature humaine et de ne plus être humain peut-être. Alors je reviens à ma question sur la nature, non pas domestiquée, puisque je vais parler des animaux, non pas encore dominée, puisque je vais en parler, mais je commence par aménager, la nature aménagée, puisque c'est quand même le thème de ce week-end. Et le thème des jardins, qui peut paraître anodin. Le jardin, en fait, c'est un choix de relation à la nature. Il y a le jardin français. Je ne sais pas ce à quoi vous pensez quand on pense jardin français, on pense à Versailles. On pense à Versailles, on pense à Versailles. C'est droit, c'est carré. Écoutez, voilà, c'est droit, c'est carré, c'est rectiligne, ça a été tracé, c'est géométrique, on sait où on est. Voilà. Ou le jardin à l'anglaise. Le chaos étudié. C'est autre chose. Ou le jardin à la japonaise, qui est comme une épure et puis qui cherche, où tout est effectivement extrêmement étudié et soigné, mais avec un respect aussi de la nature et de sa beauté, une certaine forme d'esthétique. Est-ce que, quand vous pensez jardin, je ne demande pas forcément de prendre une option, jardin français, anglais, japonais,
ou la forêt vierge, je ne sais pas ce que vous préférez. Mais quand vous pensez jardin, aménagement de la nature, est-ce que c'est une relation de l'être humain à la nature que vous trouvez intéressante? Vous trouvez que c'est un faux semblant? Je ne sais pas, vous dites, bon, les gens font un potager pour oublier qu'on saccage la nature par ailleurs. Mais il y a l'idée dans le thème du jardin, qui est un thème effectivement pas simplement moderne, hein, qui renvoie au siècle précédent. Il y a l'idée, comment dirais-je, de faire son bonheur aussi. Hein. C'est la fin de Candide, de Voltaire, il faut cultiver son jardin. C'est dans son jardin qu'on crée son espace de vie. Tu parlais de bulles, où on peut à la fois avoir un contact avec la nature, une zone de respiration, être soi-même et peut-être avoir l'une des formules du bonheur. Alors je dis juste un mot sur les jardins, parce qu'effectivement, les jardins, c'est une prise de parti. On se disait, mais faut-il se poser tant de questions sur la nature? À un moment, quand on décide de faire un jardin, il faut prendre des décisions. Sur le thème des jardins, par exemple, le jardin à la française, qui peut paraître raide, qui est très géométrique, très ordonné, en fait, il a pour but de manifester la vérité de la nature. Pour le XVIIe siècle, la nature, elle est mathématique. Elle est géométrique, elle obéit aux lois de la nature. Mais le problème, c'est qu'elle cache sa vérité. On va manifester sa vérité par un ordre géométrique du dessin, puisque, en fait, la nature, elle obéit à des lois qui sont mathématiques. Simplement, on croit qu'elle est fouillie, qu'elle n'obéit à aucune régularité. Et le jardin à la française, c'est une prise de parti pour manifester la vérité de la nature. Et aussi, quand on pense à Versailles, pour des raisons politiques, bien sûr. Le jardin à l'anglaise, c'est l'idée effectivement d'un chaos étudié, d'une apparence, comment dirais-je, de quelque chose de sauvage, mais qui en fait est cultivé. Il y a un célèbre texte de Rousseau que vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Ça se trouve dans son roman Julie ou la Nouvelle Héloïse, qui est apparu en 1764. C'est dans le volume 2, c'est la lettre 11, si vous voulez aller voir. C'est une lettre qu'il écrit à un ami anglais qui s'appelle Milord Edward. Alors je vous passe les détails. Saint-Preux, qui est le personnage principal, est tombé amoureux d'une fille dont il était le précepteur, qui est Julie. Ils n'ont pas pu se marier. Pour oublier son chagrin d'amour, il a fait le tour du monde. Et quand il revient, elle est mariée à un homme qui s'appelle Monsieur de Volmar. Et donc elle est devenue Madame de Volmar. Elle a des enfants. Elle habite un très beau domaine qui s'appelle le domaine de Clarens. Et elle a un jardin qui est magnifique qu'elle a appelé l'Élysée. Elle l'invite à venir voir ce jardin. Et alors, il est ébloui. Il est ébloui, pourquoi? Parce que, en fait, ça ne ressemble pas à un jardin. Il rentre, c'est touffu, il y a des allées tortueuses, rien n'est rectiligne, tout paraît en friche. Et en fait, il se rend compte que tout a été étudié pour que justement on ne voit pas l'art qui a été mis pour créer cette apparence de naturel, de nature qui a été livrée à elle-même. Et donc lui, c'est une réflexion, je ne dis pas qu'elle est négative, mais il dit la chose suivante: je trouvais assez étrange qu'on se soit donné tant de peine pour se cacher la peine qu'on avait prise. N'aurait-il pas mieux valu n'en prendre point? C'est-à-dire, pourquoi à la fois prendre tant de peine pour faire quelque chose d'étudié et prendre la peine de le cacher? Et Julie, elle lui répond, elle dit, non, il n'a pas compris. Elle dit, les plus grandes beautés de la nature, en fait, elles fuient l'être humain, parce que dès qu'il touche à la nature, il l'aménage, il la contrôle, etc. Et elle dit, les plus grandes beautés de la nature, elles sont dans les îles désertes, elles sont au fond des vallées inexplorées, elles sont sur les montagnes. Mais ces attraits, l'homme ne sait pas en jouir, si vous voulez, n'a pas la sensibilité pour les goûter, et donc la nature les lui cache. Et elle ajoute cette phrase assez étonnante: ceux qui l'aiment, elle part de la nature, et qui ne peuvent l'aller chercher si loin, sont réduits à lui faire violence, à la forcer en quelque sorte, à venir habiter avec eux, et cela ne peut se faire sans un peu d'illusion. Ça veut dire que la nature, non, elle nous fuit, parce que dès qu'on est là, elle n'est plus nature. On l'a aménagée, transformée, etc., hybridée, manipulée, traversée. Alors donc, comme on n'est plus jamais en contact avec la nature, on va créer l'illusion d'une nature, on va la forcer à être nature, chez nous. Mais c'est une illusion. C'est ça la prise de parti du jardin dans Julie ou la Nouvelle Héloïse. Donc vous voyez, il y a quand même une décision qui est prise sur le jardin. Alors, il y a deux personnes qui voulaient... Et après, j'ai quand même une question sur les animaux, parce que le jardin, c'est le thème de la nature aménagée, l'animal, c'est le thème de la nature domestiquée. Il y a un projet de Francis Allais, qui est un célèbre botaniste, qui a un certain âge, maintenant c'est un monsieur d'un certain âge, qui fait beaucoup de conférences, et il y en a sur Internet, sur YouTube. Francis Allais, il avait le projet de faire une forêt primaire en France. C'est-à-dire justement qu'on ne touche pas. Parce qu'il n'y a pas de forêt qui ne soit pas aménagée par les eaux et forêts. Et il voulait une forêt primaire, parce qu'il y a des forêts primaires au Japon, vous savez, ces magnifiques forêts
Moi, j'ai jamais été au Japon, mais vous regardez sur Internet les images des forêts japonaises, alors que c'est incroyable ce qu'il y a au Japon en termes de forêts. Bref, faire des forêts des lieux où l'être humain ne vient pas l'aménager, la changer, l'entretenir. C'est le thème de la forêt primitive. Il plaide beaucoup pour ça. Je crois qu'il n'a pas encore eu gain de cause pour l'instant à ce sujet. Et ça poserait beaucoup de questions puisque j'ai discuté avec une autrice qui a publié un roman récemment qui s'appelle « Et vous passerez comme des vents fous ». Elle était venue à l'Espace Encan faire une conférence. Elle a parlé de l'ours. Et l'ours, dans l'Antiquité, c'était 80% d'alimentation carnivore. Mais comme il a dû reculer au fur et à mesure, maintenant c'est 85% de cueillette et d'alimentation herbivore. Et 15% de carnivore. Donc lui aussi il s'est adapté, parce qu'il a dû reculer de plus en plus, donc reculer loin des cheptels, donc il s'est adapté finalement, si l'on veut. C'est quand même pas rien de passer de 80% à 15% dans son alimentation. Il a dû compenser. Hein. Donc, mais alors ça c'est la nature aménagée. Je passe à la nature domestiquée. Et vous avez une option ailée sur cette question. Moi, il y a une chose qui me frappe dans la nature domestiquée, je pense aux animaux domestiques, aux animaux de compagnie notamment, c'est que, je ne sais pas si vous en serez d'accord, vraiment, on parlait de l'homme est-il à l'écart de la nature, j'ai l'impression que presque il n'y a pas d'écart entre les humains et leurs animaux domestiques, ils les mettent parfois sur un même pied d'égalité, sous réserve évidemment qu'ils sont censés les gérer, qu'ils en sont les propriétaires légaux, etc., qu'ils ont une responsabilité. Mais j'ai l'impression qu'ils ont avec les animaux une relation, je disais affective, un relationnel plus intime, plus intense, parfois plus touchant qu'avec d'autres êtres humains. Est-ce que vous avez la même impression ou alors est-ce que j'exagère? Vous trouvez que... et si oui, comment expliquer ce paradoxe? Parce que ça veut dire que l'homme n'est pas si à l'écart de la nature, s'il entretient de tels liens affectifs, de tels liens d'attachement, de dévotion avec un être naturel qui partage sa vie, puisque ce sont les compagnons, les animaux de compagnie, ils nous accompagnent au sein de notre vie. Ou bien il y a un paradoxe avec lequel vous n'êtes pas d'accord, vous trouvez que j'en fais trop peut-être. Vous me faites penser au célèbre poème d'Alfred de Vigny, La mort du loup. Vous savez, il traque le loup et puis il arrive et à un moment c'est l'halalie, hein, c'est-à-dire c'est le moment où on va le mettre à mort et il protège la louve et les petits et qui vont pouvoir se sauver. Et lui, il fait face à la mort et au moment de mourir, il le regarde dans les yeux. Et là, tout d'un coup, il a un moment d'atterrement. Et il dit des phrases très belles, il dit, dans mon souvenir, « À voir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse, seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. » À un moment, il voit le loup qui le regarde, qui meurt en silence, et tout d'un coup, par rapport à son humanité, il a un mouvement de recul, il est saisi. Regardez la fin de ce poème qui est incroyable. Alors, on a vu cette question de notre lien à la nature, de notre place dans la nature. On a vu cette question de la nature aménagée. On vient de voir la question de la nature domestiquée. Malheureusement, on n'aura pas le temps de voir toutes les questions. Je pensais vous poser des questions justement sur la responsabilité de l'homme envers la nature. Mais il y a quand même une question qu'on doit se poser, c'est la question de savoir si l'être humain a une nature. Et si oui, est-ce que sa nature est différente de celle des autres êtres naturels? Par exemple, est-ce que l'être humain a un instinct naturel? Est-ce qu'on peut dire de l'être humain qu'il a un instinct, que c'est un être d'instinct? Ou bien l'être humain, c'est un être avant tout, entre guillemets, dénaturé? C'est d'abord un être social, un être de convention sociale. C'est pas la même chose d'aborder l'être humain comme un être naturel, vivant, qui certes après a des conventions sociales, mais de dire que l'être humain est d'abord et avant tout un être social. Je prends un exemple. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Enfin, c'est pas vraiment pour vous demander votre accord, mais pour vous demander, parce que c'est plutôt des faits, à votre avis, qu'est-ce que ça peut induire ou créer? Alors, il y a des faits biologiques qui distinguent l'être humain des autres êtres naturels. L'un des auteurs qui le montre, il s'appelle Jared Diamond. Dans le troisième chimpanzé, parce qu'il y a des anglicistes émérites, alors, dans le troisième chimpanzé, où il dit l'être humain, il a une biologie particulière. Il a une biologie particulière, pourquoi? Parce que, d'abord, ce qui caractérise le nourrisson, c'est sa longue inaptitude psychomotrice.
Quand vous regardez les animaux quand ils naissent, ils ne mettent pas 6 ou 7 ans pour avoir une relative aptitude psychomotrice à se déplacer et à pouvoir s'alimenter. Vous imaginez s'il fallait 6-7 ans à, je ne sais pas, un cervidé ou à un félin pour se tenir sur ses... Alors, l'être humain, il se met debout progressivement, 1 an et demi, 2 ans. Vous savez, ça commence déjà à gambader un petit peu. Mais vous imaginez si ça prenait ce temps-là. Il a une longue période d'inaptitude psychomotrice. Donc l'être humain, c'est un être qui biologiquement a une croissance corporelle et d'autonomisation psychomotrice très lente, très ralentie. Pourquoi ? Le cerveau, qui consomme 50 à 60% du glucose dans les premières années, et ça peut même aller vers 4-5 ans à 66% de l'énergie donnée par le glucose qui est absorbée par le cerveau. Donc le développement du cerveau de l'être humain suppose, en tout cas c'est une hypothèse, produit le ralentissement de la croissance psychomotrice et ce long temps qui est propre à l'être humain. Mais donc il y a une conséquence dans les couples humains qui ne ressemblent pas en fait aux autres couples d'animaux, il faut quand même se le dire. L'une des choses les plus marquantes, c'est l'existence de couples de longue durée. Alors vous allez me dire, oui, chez certains singes, comme les gibbons, il y a une forme qui ressemble à une fidélité conjugale de longue durée. Bien sûr, mais il existe chez l'être humain quelque chose qui n'existe pas chez les autres animaux, c'est l'institution du mariage, qui est un lien institutionnel et ritualisé qui permet, si vous voulez, socialement, de consolider un lien conjugal, un lien d'union sentimentale et sexuelle de longue durée. Pourquoi c'est universel de la culture ? Parce que ce qui est universel, ce n'est pas l'interdit de l'inceste. Il y a des cultures qui pratiquent l'inceste. C'est pas comme le pensait Claude Lévi-Strauss, c'est pas l'interdit de l'inceste. Mais en revanche, parmi les choses universelles qu'on a découvertes dans toutes les cultures humaines, il y a le langage articulé, il y a la technique et il y a l'institution du mariage, quelle qu'en soit la forme. Et l'une des hypothèses de Jared Diamond, c'est que cette institution du mariage existe en raison d'une biologie particulière de l'être humain et de la nécessaire assistance, du secours, du partenariat, de l'assistance mutuelle des géniteurs envers les enfants qui ont été générés pour permettre son développement psychomoteur, son autonomisation progressive. C'est une hypothèse pour expliquer cette universalité de cette institution du mariage à partir de la biologie particulière de l'être humain et notamment de la progéniture humaine qui est liée vraisemblablement à la consommation d'énergie induite par le cerveau. Il y a aussi d'autres caractéristiques de l'être humain. Après, je donne la parole à Mona qui veut surgir. Il y a le fait que dans la sexualité humaine, la femme est la seule quasiment de tous les mammifères à avoir la ménopause. Alors pourquoi est-elle la seule à avoir la ménopause ? C'est quand même, je ne dis pas qu'il est à l'écart dans la nature, mais il est quand même différent, l'être humain, dans la nature. Et la seule primate à avoir une ovulation cachée. Il n'y a pas de signe de son ovulation. C'est deux choses fondamentales, parce que ça veut dire que... alors il y a des espèces de singes comme les bonobos qui ont ce qu'on appelle, ne hurlez pas quand je vais dire le terme, une disponibilité sexuelle permanente, c'est-à-dire que les femelles, une disponibilité sexuelle permanente, ça veut dire qu'elles ne sont pas simplement sexuellement disponibles au moment de la reproduction. Elles sont quasiment disponibles 75% du temps. Mais le propre des femelles humaines, c'est d'avoir une dissimulation de leur ovulation et d'avoir la ménopause. Alors l'une des hypothèses des biologistes, notamment de Jared Diamond, c'est que déjà ça entraîne entre guillemets une disponibilité sexuelle permanente, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quand elles ovulent, on ne sait pas quand elles sont fécondes, il n'y a pas de, si vous voulez, de période de reproduction. Alors pour plaisanter, quand j'avais des terminales, je leur disais au moment du printemps, parce que je voyais des phénomènes incroyables dans la cour, je disais, écoutez, là je crois que Jared Diamond a peut-être manqué quelque chose, il n'a peut-être pas enseigné en lycée. Je regardais dans la cour, je voyais des rituels, je ne dis pas qu'il y a des personnes en rut, mais enfin je voyais des choses qui se passaient au moment du printemps, qui ne se passaient pas en hiver. Je disais, peut-être il y a quelque chose qui se passe, qui est à prendre en compte, et voilà, il faudrait écrire à Jared Diamond.
Mais pourquoi la ménopause? Parce que selon lui, justement, si la femelle humaine enfante, mais à l'origine, parce qu'évidemment, notre confort de vie s'est beaucoup amélioré, si elle enfante au-delà d'un certain âge, elle court un risque de mort avant que l'être humain qu'elle a généré n'atteigne un moment d'autonomisation suffisant pour qu'elle puisse lui porter assistance. Donc, il y a une désactivation, parce qu'elle a tout pour générer, elle a encore les ovocytes, le cycle pourrait se poursuivre. Mais à un moment, on désactive, il y a une désactivation de son ovulation, parce que ça n'est plus pertinent, si vous voulez, du point de vue du risque encouru dans la génération. Puis il y a un autre phénomène quand même d'être humain, son vieillissement a ralenti depuis Cro-Magnon. Alors c'est quand même un être étonnant, c'est quand même un être qui ralentit sa croissance au début, alors il y a un rattrapage à l'adolescence, qui est disproportionné du point de vue du cerveau et du point de vue de la taille à la naissance par rapport aux primates qui lui ressemblent, qui fait un rattrapage de croissance après, et puis qui ralentit son vieillissement ensuite, et qui a une sexualité aussi différente. Je ne dis pas que ça suffit à le mettre à l'écart, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça induit quand même des choses très particulières. Ah oui, oui, tout à fait. Mais je dirais, même les cultures, entre guillemets, premières, elles ont un rite d'union conjugale. Alors, ce qui n'est... Alors, on appelle ça le mariage, c'est-à-dire un rituel institutionnalisant une union de longue durée, qui n'est pas effectivement aussi codifié, bien sûr, et voilà. Mais il est particulier, et en même temps, il y a des penseurs qui ne sont pas d'accord pour considérer que l'être humain est si à part que ça, et qui disent en fait l'être humain, il a un instinct, sa vie est très instinctive, il se cache son instinct. Est-ce que vous êtes plutôt dans ce sens-là? C'est-à-dire qu'en fait, on pense être un être uniquement social, symbolique, de convention, de convenance, et en fait, on se cache le fait qu'on est des êtres fondamentalement instinctifs. Mais alors, je vous demande de prendre des exemples, parce que moi, j'en aurais peut-être des exemples à vous donner, mais et des noms de penseurs qui ont dit, mais finalement, tout ça, c'est un habillage, l'être humain, il est aussi naturel que les autres. Simplement, la culture, c'est un habillage. C'est un, je dis pas un ensemble de faux semblants, ça maquille des rapports qui sont beaucoup plus instinctifs que ce que l'être humain veut bien s'avouer. Et donc lui, il pense qu'il est, il forme un isolat, si vous voulez, au sein de la nature avec ses codes, mais en réalité, la racine de son comportement, elle est instinctive. Juste une référence avant de vous laisser la parole à vous deux et avant de conclure. Sur la domestication, il y a une célèbre anecdote qui est l'anecdote du législateur sparte Lycurgue, qui est aussi raconté par Étienne de la Boétie dans son discours de la servitude volontaire. Lycurgue, qui était législateur à Sparte et qui avait à cœur, vous savez, les Spartiates étaient de farouches défenseurs de leur liberté, de faire comprendre aux Spartiates l'importance de l'éducation et de l'amour farouche de la liberté, et du fait que c'était certes un instinct naturel, où il y avait une racine naturelle dans le fait d'aimer la liberté, mais que ça pouvait être étouffé par l'éducation, par la domestication, d'une certaine façon, de l'être humain, avait élevé... nous dit-on, deux chiens, qui étaient frères, qui venaient de la même portée. L'un qu'il avait laissé errer pour chasser, et l'autre qu'il avait toujours nourri, domestiqué. Et à un moment, devant les Spartiates, il a lâché les deux chiens, et il a mis une pitance au bout d'une certaine distance. Et il y en a un qui est parti aller chasser librement pour se nourrir à être autonome, et l'autre qui est allé à sa pitance. Il voulait leur montrer que voilà, l'instinct de liberté, ça s'éduque, ça se consolide aussi par l'éducation. Et l'éducation est nécessaire et en même temps comporte ce risque de domestication, d'étouffement d'un instinct de liberté. C'est rappelé par Étienne de la Boétie. Mais c'est vraiment ce qu'on disait, c'est que l'être humain, comme disait Arnaud, il y a un équilibre qui ne l'inclut pas. Et lui, il est dedans. Et il est un facteur de déséquilibre. Et c'est la question Yellowstone qui renvoie à la question d'Éric. À un moment, on laisse faire, on réintroduit sans doute. Et après, on laisse faire, on voit, et l'être humain, il est surpris que ça se régule sans lui, finalement. Que lui n'est pas avec les eaux et forêts. Alors, la théorie de Darwin, en plus, parce que la théorie de l'évolution, maintenant, n'est plus vraiment darwinienne. Hein. Darwin, ça pose beaucoup de problèmes, en plus. D'abord, la théorie de l'évolution, elle est reconnue même par l'Église catholique romaine. Hein. Ça ne lui pose pas de problème, hein, l'Église catholique romaine. Le problème, c'est de savoir si l'être humain n'est que la biologie ou s'il y a quelque chose en plus aussi. Donc, ça pose plein de questions en soi. Juste une brève conclusion à ce sujet. Alors, la nature, en fait, peut-être qu'elle n'existe pas, la nature. Peut-être qu'elle n'existe pas, peut-être que c'est une création de l'homme. Il y a une célèbre formule d'Oscar Wilde qui dit qu'on voit de la nature, comment dirais-je, ce qu'on veut bien voir, ou qu'on perçoit la nature notamment à travers les yeux de l'art. C'est dans le déclin du mensonge.
Oscar Wilde dit la chose suivante, regarder une chose et la voir sont deux actes très différents. On ne voit une chose réellement que lorsqu'on en voit la beauté. Là et là seulement, elle vient à l'existence. Et il nous dit finalement, c'est l'art qui détermine notre regard sur la nature, la façon dont on a dépeint la nature, dont on a mis en scène la nature, dont on montre la nature, qui après induit un regard que nous avons sur la nature. Alors, il y a des remarques très drôles d'Oscar Wilde, vous irez voir, vous trouvez ces textes sur Internet, Le déclin du mensonge. Il dit finalement, il y a des brouillards qui ont dû exister à Londres pendant des siècles, on ne les a jamais vus. Puis à un moment, on a commencé à les peindre, puis c'est devenu une thématique de l'histoire de la peinture, et il dit maintenant, l'homme cultivé attrape un rhume. Parce qu'il y en a partout, des brouillards, on est pris dedans. Il y a une chose sur le soleil, le coucher du soleil, on n'a pas fait un foin pendant beaucoup de temps, voilà, exactement. Et maintenant, Turner a peint le soleil, le coucher de soleil, maintenant tout le monde regarde le coucher de soleil. Et voit ce moment de la nature comme incroyable. Et il parle de la même chose pour les impressionnistes, il dit, et ces ombres violettes, elles n'ont jamais existé, maintenant elles existent, on voit des ombres violettes dans la nature. Donc peut-être qu'on a un regard sur la nature, et puis surtout peut-être que la nature n'existe pas, c'est le célèbre anthropologue français qui est encore vivant, Philippe Descola, qui l'a montré dans un livre qui s'appelle « Par-delà nature et culture », qui est apparu en 2004. Et Philippe Descola, qui a été professeur au Collège de France, qui est médaille d'or du CNRS, qui est une grande sommité française, a beaucoup étudié les Achuars, qui sont des Indiens qui vivent entre l'Équateur et le Pérou. Et ce qu'il a constaté pour les Achuars, il l'a retrouvé dans beaucoup d'autres tribus primitives. Il s'est rendu compte que du fait de l'animisme, on parlait des croyances premières, du fait de l'animisme, du fait de prêter une âme aux autres animaux